Darnenant et ses invités. Un dimanche matin, allez, tiens, enregistré. Ne croyez pas que ça devienne une habitude, simplement, bon, il se trouve qu'en cette période d'agitation, d'été qui pointe, eh bien, nous bouleversons nos habitudes du direct. Il n'en reste pas moins que pour vous, nous sommes là et nous avons cherché, là encore, à bichonner votre curiosité, à satisfaire tout ce qui, bien, permettra aux uns aux autres de briller dans les conversations en ayant des informations que ceux qui ne nous feront pas l'amitié de nous écouter n'auront pas. Et aujourd'hui, j'ai invité un personnage qui tous les ans fait parler de lui car il est le rédacteur en chef du VSD hors série consacré aux ovnis. C'est le 4e du nombre. Bernard Toinel, bonjour. Vous avez pour complice François Siegel, c'est lui le big boss. Et donc, depuis 4 ans, eh bien, vous arrivez à alimenter la manne, ce filon, je dirais, de l'étrange. Et là encore, avec des documents exceptionnels. Cette année, je dirais que vous allez même encore plus loin. Et on reste là à se dire, mais c'est vraiment pas possible, aujourd'hui, de nier ce phénomène d'OVNI. Ah, tout à fait. Je crois que c'est véritablement une enquête journalistique passionnante. Et bon, c'est vrai que lorsqu'on voit avec un peu de recul depuis 4 ans, nous avons commencé à publier en 1998 avec notre premier numéro qui a fait un tabac à l'époque. Je crois qu'on avait vendu à peu près 100 000 exemplaires en l'espace de 2 mois, ce qui était considérable à l'époque. Et surtout, je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens parce qu'on cherche à savoir. Voilà, alors, vous cherchez à savoir, vous êtes le fin limier, le grand spécialiste, car vous ne vous laissez pas leurrer. Il ne suffit pas de vous appeler pour dire tiens, on détient une information, que nenni. Le Toinel, il lui faut vérifier. Alors, vous avez fouiné dans tous les rapports officiels, d'ailleurs c'est le titre de ce VSD hors série, hein, et dès le départ, je dirais que j'ai envie qu'on s'intéresse à l'un des derniers dossiers extrêmement brûlants, parce qu'on pourrait se dire, bon, ça se perd dans les limbes, ça remonte toujours aux années 50, mais pas du tout. 2001. Absolument, en décembre 2001, ça s'est passé au-dessus du Pérou, non loin du plateau de Nazca et non loin aussi de la ville d'Arequipa. Alors c'est au sud du Pérou, hein, géographiquement, et c'est juste à la frontière du Chili. Et c'est un incident qui est survenu avec le gratin de l'aviation chilienne. J'aime bien quand vous dites un incident, c'est vraiment l'euphémisme. Hein. Ah non, parce qu'on qualifie... Non, ah bon, c'est le terme... bon. C'est un incident aéronautique, on les qualifie comme tel dans le milieu aéronautique. Une bricole aurait dit Fernand Reynaud. Oh, bah, c'est ça, un petit truc de rien du tout. Oui. Un incident aéronautique est quand même, il y a quand même certains niveaux, hein, mais là, c'était un incident sérieux, en tout cas qui a valu un rapport officiel de la part des occupants de cet avion, puisque à la bord de cet avion d'affaires à réaction, il y avait quand même le général Avila, qui est le chef d'état-major actuel de la force aérienne chilienne. Il y avait 2 colonels aux commandes de l'avion, avec un bon paquet de milliers d'heures de vol à leur actif. Il y avait le patron de la compagnie aérienne LAN Chile, donc vous voyez, c'était à peu près... il y avait encore 2 autres personnes, je crois, mais c'était simplement, Bernard Toinel, ces gens-là ont le sens de la convivialité. Entre eux, ils savent se traiter. On pourrait se dire qu'ils avaient quelques bouteilles qui leur permettaient de passer un moment agréable et que de là, les hallucinations sont envisageables dans les vapeurs. Oui, sauf que les hallucinations ne restent pas sur les appareils photographiques. Et c'est là où il y a eu véritablement un réflexe professionnel de la part du général Avila, qui était le grand patron, je dirais, à bord de l'avion, qui a dit, lorsqu'ils ont vu cette... alors évidemment, on le décrit avec détail dans alors allez-y. Alors, bon, ça s'est passé aux environs de 3 heures du matin au-dessus du Pérou. L'avion revenait de Colombie. Hein, c'était simplement une réunion sur le plan Amérique du Sud en ce qui concerne l'aéronautique. Et là, à 3 heures du matin, bon, alors, je ne sais pas s'ils avaient bu, ça m'étonnerait quand même. En tout cas... Non, mais ça, c'est bon. Je suis bien obligé de vous titiller légèrement. Vous savez que les pilotes de ce niveau-là, bon, ne boivent pas. Ce sont des gens qui sont extrêmement sérieux, donc il faut qu'ils montrent l'exemple, dont je ne pense pas qu'il y avait quand même de beuverie à bord. Je vous le dis tout de suite. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, les 2 pilotes se sont aperçus qu'il y avait 3 lumières vertes qui les suivaient d'à peu près et qui surtout éclairaient les nuages situés à plusieurs milliers de mètres en dessous. Donc, effectivement, ça attirait leur regard. Ils se demandaient ce que c'était. Ça peut être la pleine lune, ça peut être quelque chose, je dirais, de cet ordre-là. Et là, ça correspondait absolument pas au schéma mental qu'on peut avoir quand on est pilote. Alors là, c'était 3 lumières vertes qui n'étaient pas en triangle, mais qui étaient en formation triangulaire et qui émettaient un rayonnement fantasmagorique, je dirais presque. Et de nuit, c'était assez... On peut exclure immédiatement tout phénomène météo. Absolument. Le rocabrol ne trouvait pas son bonheur dans l'histoire. J'ai pas l'impression. Bon.
On peut également se dire qu'il y aurait un système de réflexion avec des lumières se trouvant au sol. À exclure également. Oui, exclure parce que le phénomène a duré quand même plusieurs minutes. Et donc ce genre de phénomène que vous décrivez, ça peut être de l'ordre des sprites, hein, comme on dit, c'est-à-dire en fait des phénomènes électriques ou de feu en boule ou de feu Saint-Elme. Tout cela est à exclure. De toute façon, si ça avait été le cas, je pense que vu la qualité des gens qui étaient à bord de cet avion, lui s'en serait aperçu et aurait pu le déterminer, ce qui n'a pas été le cas. Alors, sur les clichés, voit-on un véritable objet non identifié? Non. Bon. Non, malheureusement, je dirais qu'on en est toujours au stade des lumières et on n'a pas, si vous voulez, du tout de masse porteuse, si c'est ça que vous voulez. Puisque vous avez eu le rapport en main, que vous avez pu dialoguer directement avec ces gens-là, en ressort-il qu'il y avait un comportement de ces lumières qui puisse être attribué à un objet volant? Oui, parce que justement, la formation était, je dirais, tenue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de... On avait vraiment l'impression d'avoir 3 objets qui restent en formation. Je dis bien qui restent en formation parce qu'il y avait quand même un léger décalage entre les lumières, ce qui veut dire quand même que les 3 lumières étaient indépendantes. Donc elles ne faisaient pas partie de la même masse. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que d'un autre côté, lorsque les objets sont apparus, ils sont restés à une vitesse constante et ont disparu, je dirais, relativement rapidement, mais comme si c'était en éloignement. Donc ça veut dire que c'est une trajectoire intelligente. D'accord, mais il n'y a pas eu une sorte de fulgurance, parce que lorsque certains rapports tombent sous les yeux, on a la sensation qu'il est décrit souvent une sorte de propulsion, alors que là, d'après ce que vous dites, c'est presque un comportement aérien. Oui. Acceptable, enfin, qui correspond à la portance des avions modernes. Oui, sauf que la seule différence, que les avions modernes ne possèdent pas de puissance d'éclairage susceptible d'illuminer la masse nuageuse située à quelques milliers de mètres au-dessous. C'est pas possible. Et est-ce que dans l'écartement qui est le leur, éventuellement, il y a des angles qui ne correspondraient pas non plus à la capacité de maniement d'un avion? C'est probable, mais en tout cas, si ça avait été un avion, on ne comprendrait pas pourquoi les 3 lumières ont été vertes et pourquoi, si vous voulez, il n'y aurait pas eu de strobe, comme on dit, de feu de position. Alors, c'était pas du tout le cas, donc ça n'avait rien, si vous voulez, vraiment d'aéronautiquement connu. Alors, on peut être le grand patron de l'armée aérienne chilienne sans pour autant connaître toutes les évolutions technologiques des Américains, parce que c'est à eux qu'on pense. Les États-Unis ne sont quand même pas si loin que cela. Non, mais enfin, je veux dire par là, à portée d'avion, quoi. On pourrait se dire qu'ils aient décidé de tester un nouvel appareil, ou des nouveaux appareils, puisqu'ils sont 3, et que ce soit là, donc, 3 prototypes qui se retrouvent dans le sillage de cet avion chilien. Avec le risque de les perdre au-dessus du Pérou ou du Chili, je crois pas. Ça serait un peu désordre. Je crois que le Pentagone est beaucoup plus prudent que cela, et lorsqu'ils effectuent des essais en vol, ils les font généralement au-dessus de leur zone d'essai, là où ils peuvent les suivre, et pas, si vous voulez, au-dessus de zones totalement qui ne sont pas du tout couvertes par des radars ou par... Alors qu'ont dit ces personnes esqualitées qui se trouvaient dans l'avion? Quelles ont été leurs interprétations? Est-ce qu'ils en ont eu une? Non, pas du tout. C'est là où l'affaire a fait grand bruit, puisque c'est la première fois qu'on dévoile cette affaire. Cette affaire n'a jamais été dévoilée ni au Chili, ni en France, ni ailleurs. On a véritablement l'exclusivité de ce dossier. Je crois que non, les Chiliens ont réagi comme des grands professionnels. Ils ont fait un rapport. Ils ont envoyé un rapport au Pérou. Vous imaginez bien qu'entre le Chili et le Pérou, on n'est pas très amis. On se regarde un petit peu en chien de faïence de chaque côté de la frontière. C'est à peu près la même chose en Argentine d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Péruviens ont pris l'affaire très au sérieux, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et les Péruviens en ont payé un lourd tribut, parce qu'ils ont quand même perdu 4 avions qui ont totalement disparu du radar lors d'une mission en 1980, et ils ne savent pas du tout ce qu'il est advenu de ces fameux T-37. Donc ils ont décidé de nommer une commission officielle pour s'occuper de tout ce problème d'objets volants non identifiés qui est très fréquent dans cette région-là. Alors vous dites plus rien sur les radars. En l'occurrence, est-ce que sur le radar de cet avion ou des radars au sol, il y a eu l'écho des 3 points en question? Non.
Enfin, je vous dis tout de suite non, c'est la première chose qui a été demandée au contrôle au sol. Est-ce que vous avez un spot parce qu'effectivement, on a toujours peur d'une collision en vol. Ça peut arriver très vite. Vous savez, les vitesses de rapprochement entre deux avions sont extrêmement rapides. Est-ce que dans les radios, il y a eu des parasites de telle sorte que le brouillage interdisait la liaison avec le sol? Non. Donc, le phénomène s'est réduit à ces lumières qui étaient persistantes pendant un certain temps, qui suivaient l'avion, oui, et qui ont fini par s'évaporer. Enfin, oui, se lasser et puis partir voilà. D'autres. Oui, tout à fait. Et est-ce que, puisque vous, depuis si longtemps, vous suivez tous ces dossiers, ça correspond à des observations et donc à une sorte de typologie des apparitions non identifiées? Absolument. C'est je dirais, un cas classique, visuel. Bon, c'est vrai que vaut mieux avoir un visuel radar, parce qu'avec le radar, on a quand même une matérialité du phénomène. On sait que c'est quelque chose qui renvoie un écho métallique ou autre, mais qui renvoie quelque chose. Là, on n'a pas la matérialité du phénomène. Donc, ça peut être effectivement un hologramme. Mais enfin, comme un jour, j'ai rencontré le général de Brouwer qui s'est occupé, si vous voulez, de la gestion de la vague belge en 1990. Et effectivement, le témoignage de cet équipage chilien se rapproche étrangement de ce qui était vu au-dessus de la Belgique entre 1989 et 1990. C'est-à-dire qu'en fait, toujours cette capacité de lumière, cette capacité d'énergie énorme, capable, je dirais, d'illuminer une surface grande comme un terrain de football. Mais Bernard Toinel, on pourrait supposer qu'au sol, même si on est là très très haut, on est à 10 000 mètres. Oui, à peu près. Bon, mais étant donné la densité du faisceau, il devrait y avoir perception au moins de quelques personnes au sol de cette trace lumineuse. Oui, mais enfin, je vois pas trop quand même les gens, surtout c'était au-dessus d'un désert, un désert d'Arequipa, c'est à côté du plateau de Nazca, et donc c'est véritablement désertique, il n'y a pas un chien errant là-bas, c'est véritablement, il n'y a rien. Donc je vois pas trop, si vous voulez, les gens avec un projecteur halogène en train d'illuminer les nuages à 10 000 mètres. Non, c'est le contraire. Je disais au sol des personnes qui aperçoivent ce reflet. Ah oui, tout à fait. Il y a eu des... Oui. D'accord. Oui. Donc c'est corroboré, quoi. Oui, c'est corroboré au sol, oui, tout à fait. Ah, voilà, c'était ça ma question. Mais ça, c'est du côté péruvien, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu si vous voulez, de coordination entre les autorités chiliennes et péruviennes. Marc Menon sur Europe 1. Nous sommes avec Bernard Toinel, le rédacteur en chef du VSD hors série, en kiosque depuis quelques jours. OVNI, rapports officiels. Alors ce cas, un véritable scoop, c'est l'un des scoops, je dirais, parce qu'il y en a... Non, c'est formidable d'arriver à être aussi tenace et d'estorquer d'une certaine manière des informations que les gouvernements ou les armées ici et là ont tendance à maintenir sous le coude. Oh, estorquer est un bien grand mot, parce que quand je dis estorquer, c'est parce que on vous les donne pas aussi facilement que ça. Oh, écoutez, je veux vous dire, pour celui qui se donne la peine de chercher, justement, je crois que, au contraire, l'information est disponible. Il n'y a pas le grand secret. Le grand secret, c'est inventé par les ufologues. Le grand secret, il est simplement, si vous voulez, tout à fait relatif. Il suffit simplement de faire des recherches. Les archives sont disponibles. Aux États-Unis, les archives Blue Book sont disponibles. Vous avez près de 200 000 pages de rapports extrêmement détaillés. Et je crois qu'il suffit simplement de lire ces rapports. Oui, d'accord, mais pour autant, cette histoire chilienne 2001, personne n'en avait jamais parlé. C'est la première fois sur des ondes qu'il y a cet écho, et puis que nous pouvons lire ça dans le VSD hors série. Et voir, puisque nous avons aussi des photos. Bon, alors, 2001, c'est pas si vieux. Non. Y a-t-il d'autres phénomènes dans les derniers mois, c'est-à-dire entre 2001 et aujourd'hui, et sinon dans les 5 dernières années, hors ce cas au Chili? Bah écoutez, déjà, je crois que demain, 24 juin, il y aura, je crois, ça sera le 55e anniversaire de la première, je dirais, rencontre aéronautique, puisqu'il s'agissait donc de Kenneth Arnold et de sa première observation. Et ça, en fait, ça a été le grand début des observations aéronautiques. Après quoi, oui, il y a bien sûr d'autres cas dont nous parlons dans notre numéro. Il y a des cas, je dirais, anciens, qui datent de 1952. Non, mais ça, on va en traiter certains. Simplement, je voudrais savoir si ce cas de 2001, c'est soudain le retour des ovnis, alors que depuis un certain temps, il n'y avait plus d'éléments nous permettant d'accréditer cette frénésie d'éléments
non identifiés. Non, pas du tout. Je crois que ça n'a jamais cessé. Il y a, si vous voulez, un phénomène de vague localisé dans le monde. C'est vrai qu'on voit des fois plus en Afghanistan. Il y a eu une vague au-dessus de l'Afghanistan avant les événements. Il y a eu une vague au-dessus de l'Inde. Il y a eu une vague... Mais alors là, regardez, vous donnez des terres où, disons, potentiellement, puisque l'Afghanistan, les Américains s'y intéressaient, l'Inde, on sait tous les troubles qui l'opposent au Pakistan, on pourrait penser que ce ne soit donc que des observations militaires, non déclarées bien évidemment, et qui seraient imputables soit aux Américains en l'occurrence, soit aux Soviétiques, soit pourquoi pas à une autre puissance qui disposerait de moyens dont on n'aurait pas connaissance. On pourrait penser aussi aux Chinois, pourquoi pas. Oui, bah écoutez, ça serait formidable pour eux, mais je pense pas qu'ils en soient à ce point-là. Mais enfin, en tout cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas d'un phénomène extraterrestre. Il s'agit d'observations qui ne correspondent pas donc au schéma connu, aux connaissances aéronautiques connues des équipages. Donc les pilotes réagissent effectivement en fonction de ce facteur inconnu. Alors, comment réagir face à, aux ovnis, c'est ça le problème. Alors, Bernard Toinel, dans les débris qui ont été retrouvés ici et là, que l'on dit appartenir à ces objets non identifiés, a-t-on repéré éventuellement des éléments qui nous laissent pantois et qui ne permettent pas de comprendre ou leur constitution ou la manière dont ils auraient été fabriqués? Si vous voulez, au terme de 5 ans d'enquête au sein du complexe militaro-industriel américain, c'est ce que j'ai pu rencontrer donc des gens qui ont travaillé la question et qui m'ont dit de manière très honnête, et je dirais même off record comme on dit, et qui m'ont bien spécifié que ce qu'ils avaient récupéré n'était en rien quelque chose qui ne pourrait pas être conçu sur Terre. Donc ça c'est clair. Je crois que la seule différence qu'il y avait, c'était le degré de pureté des matériaux. Mais alors ce degré de pureté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, si je vous ai bien compris, la composition est une composition que nous pourrions nous-mêmes, enfin dans les technologies des pays les plus avancés, envisager, mais pour autant il y aurait une sorte de secret de fabrication que les dites technologies ne posséderaient pas. Tout à fait. Donc ça pose quand même une sacrée interrogation. Ça pose une sacrée interrogation, mais ça ne dit pas pour autant l'origine de ces matériaux. Et ça peut provenir de météorites, ça peut provenir de n'importe quoi. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous retrouvez une boîte de conserve dans votre jardin, vous savez que c'est une boîte de cassoulet, mais vous savez pas la marque de fabrique. Donc il n'y a pas, si vous voulez, d'origine... Non mais on pourrait se retrouver devant une boîte de conserve. Oui. Alors on dirait, bah oui, apparemment, c'est indubitable, c'est une boîte de conserve. Alors comment ils ont pu fabriquer ça? Parce que nous, avec les moyens dont on dispose, on n'aurait jamais pu lui donner cette forme-là, où ça pourrait pas être un matériau aussi pur que ça. Je pense que c'est un peu les interrogations qu'ils auront, mais ils n'ont pas la réponse. Ils n'ont que, si vous voulez, que des pièces de puzzle qui peuvent assembler. Ils ont des photos, ils ont des données radar, ils ont des tas de choses. C'est vrai que lorsqu'on discute avec tous les gens qui continuent de toute façon d'enquêter sur les ovnis aux États-Unis, tant sur le plan militaire, mais ça ne constitue pas une priorité. Il faut bien comprendre. Lorsque les Américains ont passé quand même 22 ans à étudier le phénomène entre 47 et 69, ils ont accumulé, je crois, 16 000 dossiers. Sur ces 16 000 dossiers, ils ont considéré que 700 étaient à peu près, authentiques. C'est-à-dire on ne pouvait pas attribuer une origine naturelle au phénomène. Si on regarde d'un peu plus près ces archives, on s'aperçoit, alors c'est ce qu'on a fait avec des chercheurs, des amis chercheurs américains, on a trouvé en fait il s'agirait de 2000 cas. C'est quand même énorme. Ah oui, 2000 cas. Même il y en aurait que 10, même je dirais un seul qui soit inexplicable, mais qui soit une telle énigme que il faudrait s'y intéresser, parce que l'homme n'est pas allé 50 000 fois sur la Lune, mais s'il y avait des Luniens, si je puis dire, la seule fois, elle suffit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a aussi ce qui est formidable dans les dossiers tels que vous les exposez dans ces VSD hors série, et ce dernier là qui vient de sortir, c'est le nombre de pilotes, donc de gens qui sont des militaires, avec le sérieux que cela suppose, et pas des petits militaires. Il y a à un moment donné un pilote de chasse de l'aviation américaine qui a pris contact avec vous. Oui, tout à fait. Un beau jour, j'ai reçu sur mon courrier électronique, j'ai reçu une lettre d'un certain, je peux le donner son nom d'ailleurs, il s'agit de Milton Torres, qui est un docteur et qui, en fait, dans le civil, maintenant parce qu'il est dans le civil, c'est un monsieur qui a à peu près 71 ans, et
Et il m'a contacté parce qu'il avait vu circuler un ancien numéro de VSD hors série qui était paru, je crois, en 99 ou 98. Ah, vous êtes même lu aux États-Unis? C'est-à-dire, oui, parce qu'on est la seule. Il faut bien comprendre qu'on est le seul magazine grand public en vente dans le monde. Oui, mais alors là, en l'occurrence, il y a un problème de traduction, non? Oh, vous savez, je crois que il y a tellement la foule parmi les titres que je crois que ça circule tellement. Non, on est tellement rare que finalement, même en français, on regarde pour les photos. De toute façon, ça intéresse tout le monde. Bien évidemment que si un journal français, ma foi, est performant, ben, on va faire abstraction de la langue. Alors donc, ce pilote, il prend contact avec vous, il vous raconte quoi? Alors, ce pilote me dit, voilà... Ça figure dans sa VSD, bien évidemment. Ça figure en détail dans ce VSD. Il m'a dit, voilà, on m'a chargé d'abattre un ovni. J'étais en vol avant, enfin j'étais même en alerte ce jour-là, en Grande-Bretagne. C'était un pilote d'un Sabre. Alors le Sabre, en gros, c'était un avion de chasse tout temps, et c'était le nec plus ultra des avions de chasse à l'époque. Donc ce jeune lieutenant, qui était un jeune lieutenant de 26 ans, on l'a chargé de décoller avec son leader, c'est-à-dire son commandant de patrouille, son chef de patrouille, pardon, aller intercepter quelque chose, et on leur a donné en fait les paramètres en vol. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient intercepter. C'était véritablement une mission opérationnelle, parce qu'on leur a demandé tout de suite d'armer leur avion. Et là, je dois dire que le pilote m'a dit, je me suis trouvé dans la situation où, passez-moi l'expression, il faisait littéralement dans son pantalon. Il me l'a dit. Et il m'a dit, en plus, ce soir-là, il faisait un temps de chien, on était dans la crasse, on voyait rien, je ne voyais que mon écran radar, il fallait que je fasse tout, il pilotait un petit peu comme un unijambiste, il y avait des tas de boutons à appuyer, enfin c'était véritablement très très difficile, c'était très stressant. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, donc on le dirige vers un endroit donné. Il avait donc décollé de la base de Manston au sud-est de l'Angleterre et se dirigeait donc sur un point en mer du Nord. Qu'est-ce qui se passe? Alors on lui dit, maintenant vous allez accrocher votre objectif. Et effectivement, il a un objectif qui est accroché sur son radar, mais pas un objectif normal. Ça lui tenait, je dirais, toute la partie supérieure du scope radar. Ça veut dire que c'était très gros. Et alors là, comme il dit c'était comme l'écho d'un B-52. Alors, vous imaginez les dimensions d'un B-52, il dit c'était ça, mais non, c'était pile poil. J'ai jamais eu aucun problème pour verrouiller ma cible. C'était la cible la plus facile que j'ai eu à poursuivre. Parce que alors là, ça s'est pile poil, ça s'est mis automatiquement, et j'étais prêt à lancer 24 roquettes. D'ailleurs, c'est ce qui lui a été demandé de faire, de lancer 24 roquettes. Or, il faut savoir que les roquettes à l'époque n'étaient pas des roquettes guidées, des missiles guidés comme nous avons à l'heure actuelle, mais donc non guidées. Et qu'une roquette était capable de détruire un bombardier, je dirais, comme une super forteresse. Alors, que se passe-t-il? Parce que là, vous avez le sens de la narration, on est avec le pilote, on imagine l'avion qui a beaucoup de mal à être dans une véritable stabilité, lui qui a une tension extrême qui monte, et pof, il se fie uniquement à son radar, il va appuyer sur le bouton, envoyer 24 roquettes, et il se dit que c'est peut-être un B-52, ça va faire une explosion inouïe. B-52 ou un bombardier russe. Un bombardier, on est d'accord. Et alors? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'au moment, il était à 10 secondes du tir, donc il y a un décompte automatique qui se déroule, à l'époque c'était ce qui se passait, et au moment de lancer ces roquettes, à 5 secondes, la cible s'éloigne mais à une vitesse faramineuse d'un seul coup et disparaît du scope comme s'il n'y avait rien eu. Et il est revenu sur sa base aérienne, il a raconté ça, je pense, à ses supérieurs, et alors que c'était c'était pire que ça, il a été convoqué tout de suite avec son chef de patrouille, et comme lui avait eu manifestement une position privilégiée par rapport à son ailier, parce qu'ils étaient deux, lui a été convoqué tout de suite, et jeune lieutenant, il était vraiment très... Parce que vous savez, c'est quand même quelque chose de très stressant, et il a été convoqué tout de suite par son commandant d'escadron qui lui a dit, tu ne parles pas du tout de cette mission, elle n'a jamais existé, c'est classifié. Alors là, première... il rencontre le contrôleur, parce que bien sûr tout le monde se connaît sur la base. Il parle avec le contrôleur, il lui dit, mais alors qu'est-ce que tu m'as fait poursuivre? Il dit, écoute, je peux pas te dire, mais tout ce que je peux te dire, on avait exactement les mêmes échos sur nos radars, donc il y avait une corroboration, si vous voulez, une redondance entre les systèmes de radar, donc c'était quelque chose qui était manifestement réel. Et à ce moment-là, il se passe la chose suivante, c'est qu'il y a un homme en civil qui était dans le couloir, il y a un sergent qui vient le chercher, costume cravate, trench coat, vous savez, un petit peu le genre d'X-Files, pas Men in Black, mais un peu dans le genre. Et donc débriefing, le gars lui pose des questions, pas très poli, pas très aimable. Je lui dis voilà, qu'est-ce qui s'est passé?
fait, dites-moi tout. Bon, alors maintenant, on tient à vous prévenir, cette affaire n'a jamais existé. Si vous parlez quoi que ce soit, votre carrière est fichue, et croyez-moi, vous aurez beaucoup de problèmes. Alors quand on entend ça, on se dit oui, mais c'est donc le monde du leurre, on cherche toujours à tromper le peuple, que peut-on nous cacher, etc. Est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il est logique d'avoir un tel comportement? Est-ce qu'on peut se dire que les autorités, en l'occurrence, ne veulent pas le silence pour le silence, mais simplement elles ont la crainte d'être déconsidérées car elles n'ont pas pu répondre à une mission? Voilà, exactement. Je crois que vous avez mis... En fait, le grand secret, c'est pas le fait de dissimuler qu'il y a des ovnis ou pas, que nous sommes seuls ou pas seuls. Le problème n'est pas là. Je crois que c'est surtout l'aveu d'impuissance. Voilà, c'est ça. Et ça, aucun militaire au monde, même en France, parce qu'on parle du secret américain. Pourquoi on parle du secret américain? On dit oui, les Américains cachent des choses. Mais moi, je vais renvoyer un petit peu l'ascenseur, parce que les Français ne cachent pas des choses. Alors, il y a un cas, là, c'est 1951 qui apparaît dans votre livre, enfin dans votre VSD hors série. Mais non, mais il y a votre livre aussi, ah, oui, Aventure dans le ciel, 35 histoires extraordinaires, et c'est aux éditions Altipresse, Bernard Toinel. Donc, c'était bien de le dire aussi. Oui, alors, 1951. Il n'y a pas d'ovnis dedans. D'accord. Divulgué il y a très peu de temps, que nous avons la primeur de publier dans son intégralité dans le numéro de VSD. Alors c'est un peu la même chose, mais je dirais ce sont des avions de l'armée de l'air qui étaient en patrouille au-dessus de la base d'Orange, qui ont été amenés également à essayer de poursuivre, un disque volant qu'ils ont vu, qu'ils ont aperçu et qui les a laissés sur place. Alors là encore, au-delà du phénomène visuel, y a-t-il des éléments tangibles ou, disons, des points que l'on a pu ensuite classer dans un dossier, soit des photographies, soit d'autres témoignages qui seraient venus du sol pour démontrer qu'il y avait quand même, au-delà de la vision du pilote, un phénomène qui se déroulait? Non, malheureusement pas sur ce cas-là. Pas sur ce cas-là, et c'est ce qui a d'ailleurs été donné dans le compte-rendu du GEPAN, parce que cette enquête a été... le GEPAN oui, le GEPAN, le groupement d'enquête des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui avait été absolument, je dirais, créé en 1977, avec Alain Poher à sa direction, et maintenant qui s'appelle le CEPRA, qui est dirigé par Jean-Jacques Velasco. Alors il y a aussi une histoire extraordinaire qui apparaît, mais enfin quand je dis une histoire extraordinaire, j'ai l'impression que non, il n'y a que ça. Oui. Il y a ce cas du B-52 américain. Alors là c'est complètement fou aussi. Alors ce cas... On est en quelle année là? En octobre 68. Donc en octobre 1968, la commission Blue Book existait toujours, et nous étions... Alors il faut un petit peu rappeler le contexte, la guerre du Vietnam, avec tout ce qui avait été entraîné comme, je dirais, problèmes politiques, démonstrations, émeutes, et puis en plus la guerre froide. Donc on en était, si vous voulez, à un point où on avait d'un côté les Russes, on avait donc tout ce rideau de fer, et puis stratégiquement parlant, c'était un peu Docteur Folamour, quoi, je dirais. Donc ce soir-là, octobre 1968, on en était à la énième observation d'OVNI sur la base de Minot, qui est une des plus grandes bases stratégiques de l'US Air Force, donc qui s'occupe en fait de la défense nord du continent américain. Donc là, Bernard Toinel, on peut se dire, ce sont tout simplement les soviétiques qui disposent de moyens technologiques extrêmement avancés dont nous n'avons pas la connaissance en Occident, et qui viennent observer un point qui est essentiel dans le contexte militaire que vous venez de nous rapporter. Oui, à répétition. Parce que depuis 1948, je dirais que ça n'a jamais cessé. Oui, alors on pourrait se dire aussi, parce que quand on fait référence ensuite à l'histoire des fusées soviétiques, 1957, le bricolage, je dirais, qui conduit Gagarine dans l'espace, etc. Avec des engins comme ça, on aurait du mal. Oui, mais Sputnik, voilà, c'est ça. Sputnik, c'est 57, et puis Gagarine en 61, mais en 61, c'est un tracteur, la fusée, quoi. Donc elle n'aurait pas les moyens d'intriguer et de venir comme ça rôder sur les sites
américain, nucléaire. C'est-à-dire en fait tous les sites qui concernent la défense stratégique des États-Unis et qui concernent la sécurité nationale. Donc on a toujours dit, et les Américains ont toujours dit dans le projet Blue Book, que en fait le phénomène OVNI ne relevait pas de la sécurité nationale, et ça je crois que c'était pas très vrai. Et ce soir, cette nuit d'octobre 68, je crois, a été décisive pour prendre une décision définitive concernant Blue Book, c'est-à-dire on arrête, parce qu'on n'arrive plus à gérer ce problème. Il ne faut absolument pas que cette question d'OVNI, défense stratégique nucléaire, puisse parvenir au public et surtout à un adversaire. D'accord, mais donc l'adversaire, en l'occurrence, ce sont les soviétiques, et on estime, si c'était les soviétiques qui disposaient de moyens d'observation, il n'y aurait pas à craindre quoi que ce soit, il y aurait juste à craindre ces moyens d'observation en tant que tels. Oui, tandis que là, si on craint qu'ils décèlent chez nous une faiblesse, ça prouve que ce ne sont pas les soviétiques qui sont l'auteur de la chose. Voilà, et ce cas d'octobre 68, malheureusement que nous ne relatons pas dans notre numéro, mais que nous allons relater prochainement, ce cas a été décisif parce qu'il y a eu atterrissage en plein milieu d'un site de missile. Alors racontons tout cela. Oui. Alors donc on est en 1952, on est sur cette base. Non, en octobre 68. Les dates, je suis pas bon aujourd'hui. Alors. En octobre 1968, c'est un soir, donc on était quand même dans un climat particulier parce que c'était pas la première fois qu'on voyait des ovnis qui se baladaient au-dessus des sites, au-dessus des bases. Et Minot était manifestement une cible privilégiée. Et là, ce soir-là, c'est, je dirais, le cocotier parce que on a un B-52 en vol de nuit d'entraînement avec un équipage de 8 hommes. Bon, entraînement tout à fait banal, normal, et apparaît là un OVNI dans sa splendeur, détectable par radar. Alors tout de suite, allez savoir ce que c'est, qu'est-ce qui se balade au-dessus de nos sites de missiles. Donc on envoie ce bombardier. Et puis là, le chasseur devient la cible. C'est-à-dire que le bombardier, en fait, se retrouve poursuivi par l'OVNI. Alors qu'il poursuivait, en fait, l'OVNI au départ. C'est-à-dire que ça signifie que l'objet en question se met à la poursuite, et donc il est extrêmement manœuvrant. Absolument. Et il est tellement manœuvrant qu'il est accéléré à plusieurs milliers de kilomètres heure. Et un des radaristes a dit, on va se le prendre en pleine poire, et tout le monde s'est quasiment préparé à s'éjecter. Donc on était très près de l'éjecter. Et juste à quelques secondes, je dirais, de l'impact, l'objet, comme par enchantement, s'est arrêté. Il s'est mis derrière le B-52, à bonne distance, je dirais à quelques dizaines de mètres, et puis il est resté là. Et puis, au bout d'un certain moment, il a disparu. Il est parti de son côté, ils l'ont plus vu au radar, ils ne savaient plus où il était. Alors là encore, un tel comportement, il y a des professionnels. Non, ce n'est pas des amateurs. Non. Sur un site extrêmement sensible, ce sont des gens très entraînés, qui ne sont pas fatigués, qui donc ont une capacité d'observation. Tout ce qu'ils décrivent, on ne peut en aucun cas le mettre en doute. Absolument. Et donc, ça correspond en l'occurrence à un objet qui serait piloté, car on ne voit pas un engin seul, automatique, prendre de telles initiatives. C'est ce que les militaires américains qualifient de trajectoire intelligente. Marc Menon sur Europe 1. Avec Bernard Toinel, rédacteur en chef du VSD hors série, en kiosque depuis quelques jours. C'est le 4e du nombre. Vous êtes déjà nombreux à être fidèles tous les ans. Et j'espère que cette année, vous serez encore plus nombreux, car véritablement, il y a des informations sortant de l'ordinaire, les rapports officiels sur les ovnis, et coup de chapeau à François Siegel, qui est le patron de tout ça, et qui vous donne les moyens de travailler, vous, le fouineur d'informations. Absolument, et c'est pas facile. Alors donc, le bombardier, la trajectoire intelligente, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, l'objet disparaît donc de la vue de l'équipage, et au dire des témoins au sol, se pose assez loin, parce que les sites de missiles sont très éloignés des uns des autres. Ceci se pose en plein milieu d'un site de missiles Minuteman. Attendez, là, bon, il y a quand même une chose qui est complètement folle. Comment un objet peut venir se poser sur un site de missiles sans qu'on ait eu la possibilité d'intervenir, c'est-à-dire d'envoyer un contre-missile pour l'abattre?
Ah ben ça, il n'y en avait pas d'abord sur la base. Oui, non mais il n'y avait pas de site de missile, et puis de toute façon, tout le monde a été pris de court. C'est allé très vite, en quelques minutes. Ça s'est passé vraiment dans un laps de temps extrêmement court. C'est ça le problème des ovnis. C'est que, d'une manière générale, les observations se déroulent sur quelques secondes, grand maximum 2-3 minutes, mais c'est vraiment extrêmement court. Bernard Toinel, il se pose. Oui. Alors, il reste là longtemps? Ben, il est resté suffisamment longtemps pour que le B-52 soit chargé de le survoler pour voir qu'est-ce qu'il faisait, parce que personne n'était... Et on ne cherche pas le canardé du B-52, on ne donne pas l'ordre de... Attendez, il n'était pas armé, l'avion était en mission d'entraînement, il ne savait pas du tout ce qu'il a fait. Et il n'y avait pas d'avion de chasse qui était capable de venir rapidement se porter au-dessus du site? Tout le monde était pris de court. Je crois qu'il y avait des chasseurs F-106 qui étaient basés sur le tarmac, mais le temps de les faire décoller, il aurait fallu un quart d'heure, 20 minutes, c'était pas possible de gérer ça. Bon, donc, il est là, il reste un certain temps, oui. Et il repart. Oui, non, mais le B-52 le survole. Voilà. Et le copilote que j'ai pu rencontrer, qui maintenant, parce qu'on a retrouvé tout l'équipage du B-52 avec des amis américains, ils sont tous dispersés aux États-Unis, donc on leur a fait raconter à nouveau ce qu'ils avaient vécu, ils ont été tous unanimes, redondants, enfin bref, c'était... Et alors, le copilote voit cette espèce de masse lenticulaire lumineuse, avec une espèce de croissant, comme si on avait ouvert un orifice ou une porte, et puis ça l'a tellement choqué qu'il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, pas de possibilité de faire des photos, et surtout l'objet redécolle, et on envoie un commando. Bien sûr, tout de suite. Ah oui, pour voir s'il y a des traces. Bien sûr, non pas pour voir s'il y a des traces, s'il n'y a pas une intrusion d'ennemis ou je ne sais quoi, c'est quand même des armements nucléaires. Oui. Alors là, on envoie un commando, plus de nouvelles, les types, on les retrouve inconscients autour de leur véhicule, et alors mieux encore, une des portes du silo, qui pèse 20 tonnes, vous savez, ce sont les portes qu'on éjecte pour lancer un missile, et bien cette porte, qui est normalement, donc qu'on ouvre exceptionnellement pour la maintenance, était totalement ouverte, 20 tonnes ouvertes, et ils ont retrouvé finalement une des grilles de protection également ouvertes, qui normalement sont fermées, et là personne n'a compris. On a tout de suite fait bien sûr une enquête, s'est demandé ce qui s'était passé, qu'est-ce qui était arrivé au commando, on n'a jamais su. Et aucun membre du commando n'a pu au moins donner quelques informations sur ce qui s'était passé avant de perdre connaissance. Non. Ils ont été tous pris de court, je crois, il n'y a plus rien. Des traces qui puissent expliquer l'ouverture du silo? Écoutez, on a retrouvé, d'après certaines informations, mais là ça demanderait de vérifier, on a retrouvé des traces de radioactivité là où l'appareil s'était posé, c'est-à-dire près d'un parking où on met des véhicules. Donc c'était pas du tout ça émanait pas du tout des armements nucléaires, des têtes nucléaires. Donc ça, je crois, il y a eu une enquête de fait. Effectivement, je crois que pour l'état-major du Strategic Air Command, donc qui était l'armée aérienne à l'époque concernant les forces stratégiques américaines, a donc fait un rapport au Pentagone, au département de défense, et a demandé, suite à cette affaire-là, d'arrêter Blue Book. Parce que on ne pouvait plus, ça devenait absolument plus gérable, et il était donc urgent de dire que finalement il n'y avait rien à étudier dans ce domaine-là, et que finalement c'était préférable, parce que si les Russes avaient connaissance de ces choses-là, ma foi, peut-être qu'ils auraient pu trouver la faille du système et déclencher une troisième guerre mondiale. Alors là, bon, je dirais, pour utiliser un cliché, c'est quand même la politique de l'autruche. Bah, on n'a rien vu, ça existe, mais on n'a rien vu, et on veut surtout pas voir. Oui, mais enfin bon, je vais vous montrer simplement une carte de visite. Alors je peux dire ce qu'il y a dessus ou pas? Oui, simplement le département de la personne. Donc c'est le laboratoire de recherche de l'US Air Force, voilà. Et la direction. Voilà. C'est ça? Et oui. C'est le directeur. Absolument. J'ai pas le droit de donner son nom, bien sûr. Non. Mais c'est l'un des informateurs. C'est un des directeurs, c'est pas un de mes informateurs, c'est un ami. Et il dirige un département qui s'appelle les sciences énigmatiques, les concepts avancés. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'armée de l'air américaine n'a jamais cessé de s'intéresser au phénomène OVNI, et qu'il suffit simplement de fouiller, de rencontrer des gens pour s'apercevoir qu'ils ont pris l'affaire très au sérieux. Seulement, ce qui s'est passé, vous savez, les Américains sont des gens extrêmement religieux, extrêmement sensibles. Et
Et on s'aperçoit, rappelez-vous en 1938 pour la guerre des mondes, avec Orson Welles, l'opinion publique, vous savez, se panique très très rapidement. Donc, on a des indices. On sait que ces ovnis existent. Mais on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui est derrière. Pourquoi? La grande question, c'est de savoir pourquoi, depuis 1947, on n'a pas arrêté de survoler les sites de stockage nucléaire les plus secrets. Je dis bien les plus secrets. Et alors, aussi bien aux États-Unis, et ensuite on a pu s'apercevoir que c'était la même chose en URSS. Totalement. Et même en Chine. Voilà. Dans n'importe quel pays qui disposait de l'arme nucléaire, et je peux vous dire même en France. Et on serait bien curieux d'avoir les documents. D'accord. Alors, ça montrerait quand même qu'il y ait là une action stratégique qui soit menée à travers ces objets. Oui, ça me paraît évident. Mais alors, apparemment, il y a une intelligence derrière, et il semblerait qu'on ne puisse pas attribuer cette intelligence à l'un des États en place sur le globe. Ah non, parce que tout le monde est concerné. Bon, alors, et pour autant, il est difficile de dire, ce sont des extraterrestres qui viennent de je ne sais trop quelle galaxie, parce que d'abord, il leur serait pas spécialement facile de cibler tel point stratégique nucléaire. Alors ça répond également à une grande énigme des ufologues, puisqu'ils disent toujours que les Américains travaillent dans le secret, dans des hangars souterrains avec des extraterrestres. Je pense que s'ils travaillaient totalement en collaboration, qui correspond à rien de logique, je dirais. Non, c'est vrai que ça échappe à toute logique. Oui. Surtout dans des bases où il n'y a pas d'ascenseur. Et ça, c'est vrai. Je peux vous dire qu'on a souvent dit qu'il y avait des hangars, par exemple à la base d'Edwards, qui est le grand centre d'essai de la base aérienne en Californie, de l'US Air Force en Californie. Moi, je peux vous dire, pour y être allé souvent, j'ai posé la question, je dis, mais il n'y a pas d'installation souterraine, il n'y a pas d'ascenseur. En septembre 1992, j'ai rencontré le créateur du F-117, l'avion invisible, Ben Rich. Je l'ai rencontré en tête-à-tête, lors du salon de Farnborough, en septembre 1992. Il était en face de moi. J'ai discuté avec lui, et je lui ai dit, mais votre F-117, c'était au terme d'une interview purement aéronautique, il ressemble vraiment à un ovni. Il m'a dit, mais vous savez que les ovnis existent? Alors là, mais je ne savais pas que c'était son supérieur qui avait fait ce rapport. Je crois que la conclusion à tout cela, c'est qu'il faut, une bonne fois pour toutes, que les scientifiques étudient ce phénomène. Il est réel. Maintenant, son origine, on ne sait pas. Moi, c'est que d'hypothèses, parce qu'après, même avec les nouvelles mathématiques, on peut parler d'effets tunnels, de possibilités, de correspondance d'univers à univers, etc. Et c'est là où c'est d'une grande richesse intellectuelle, je dirais. Oui, et puis je crois qu'il faut que nous, hommes de presse, parce que là, nous, on est un peu isolés, qu'on étudie. Il faut également qu'on publie, qu'on aille aux enquêtes également et qu'on prenne cette affaire au sérieux. Mais écoutez, on la prendrait plus au sérieux grâce à vous, ce hors-série VSD, le 4e du nombre. Donc Bernard Toinel, c'est le rédacteur en chef, le patron c'est François Siegel. Et puis on peut dire, mais là ça n'a plus rien à voir avec les ovnis, Aventure dans le ciel, 35 histoires extraordinaires. Bernard Toinel, bien sûr, c'est aux éditions Altipresse. Alors il faut noter que dans 15 jours, on fera le 6 juillet une émission dans laquelle, je vais vous demander de nous confesser en direct vos histoires inimaginables, vos histoires extraordinaires dans le domaine du paranormal en général. Et d'ores et déjà, vous pouvez nous appeler sur un répondeur, le 01 42 32 10 10, 01 42 32 10 10. Et avec Guillaume Vassot, l'assistant, nous allons débroussailler tout ça afin d'organiser une sorte d'ordre pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté sur Europe 1. Dans un instant, les informations. Merci de votre fidélité.